Et voilà, on se retrouve pour un nouveau numéro d'Israël. Comment ça marche? Vous êtes sur Studio Kalita, voilà, vous le voyez sur le côté. C'est le logo de la station, studiokalita.com. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur le site, bien sûr, de la station. Voilà, c'est tous les jours. Il y a des émissions, on va dire, de tous les styles, de tous les genres. C'est assez pédagogique. On essaye de vous faire découvrir Israël autrement, de vous faire comprendre comment ça marche, les rouages de la société israélienne. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler, on va dire, finances, impôts. Ne vous sauvez pas. Ça peut être très intéressant. Ça peut vous faire faire des économies aussi et éviter de faire des erreurs. Voilà, je suis avec Moshe Assouline. Bonjour Moshe. Bonjour Cathy. Merci d'être venu. Donc, vous êtes directeur et fondateur d'un cabinet d'expertise comptable Assouline & Co. à Jérusalem et à Ramat Gan. Alors, on va profiter de votre présence parce qu'on a plein de questions sur les sujets qui fâchent et notamment sur l'impôt foncier, l'impôt locatif. Alors, comment ça se passe lorsqu'on est, on va dire, on a des biens, qu'on possède des biens, en plus de sa résidence principale, et qu'on perçoit des loyers de ces biens, qu'on habite en Israël. Prenons déjà pour commencer ce cas de figure. Eh bien, très bien. Merci Cathy. Si vous avez des revenus locatifs, vous avez donc une résidence secondaire, une résidence secondaire que vous louez, le fisc israélien vous donne la possibilité de déclarer ou non vos revenus sous 3 formes, 3 masloulim, 3 parcours. Le premier parcours, la première forme, c'est l'exonération. Si votre revenu locatif ne va pas au-delà des 5010 shekels par mois, donc le calcul est mensuel et pour la totalité de vos appartements, vous n'êtes pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et donc, vous êtes aussi exonéré de déclaration. D'impôt foncier, vous voulez dire. On n'a pas d'impôt foncier. Vous n'avez pas d'impôt sur le revenu, sur les revenus locatifs, absolument, les impôts fonciers. D'accord. Donc, on est, par exemple, une résidence secondaire, 3 appartements, et que ces 3 appartements sont loués pour moins de 5010 shekels par mois. On est exonéré, on ne paie rien. Exactement. Mais si c'est 5012, ça commence. Si c'est 5012, ça commence et c'est très compliqué. Ne me posez pas cette question, c'est une question très embêtante. Mais au-delà des 5... pour comprendre comment ça au-delà marche. des 5010 shekels, absolument, ça commence. D'accord. Et là, on a 2 possibilités. On a une possibilité rapide qui est la possibilité de payer l'impôt forfaitairement, de façon forfaitaire, sur la totalité des loyers encaissés, de l'ordre de 10%. Pour ce faire, le fisc israélien vous demande de payer une fois par an, jusqu'à la fin du mois de janvier de l'année suivant la production des revenus. Mettons qu'en 2017, les revenus produits en 2017 vont être déclarés entre le 1er janvier et peuvent être déclarés même avant, mais jusqu'au 31 janvier 2018. Et on vous demandera de payer 10% forfaitaire, une déclaration très simple, très minime, qui n'engage pas beaucoup de paperasserie, et c'est le but. Alors, on fait cette déclaration face à quelle administration? Face au Mas Haknasa, l'impôt sur le revenu. Okay. Aujourd'hui, la possibilité de la faire même de façon électronique sur Internet. Ils ont un site qui marche très très bien. Ce qui est important, c'est qu'au préalable, il faut quand même s'inscrire auprès du Mas Haknasa. Donc, ça demandera d'aller sur place et de s'inscrire en tant qu'ayant un revenu locatif supplémentaire. Et c'est important de signaler que vous voulez déclarer selon le mode light, le mode court, qui est le mode des 10%. D'accord. Maintenant, le mode plus compliqué. Un dossier, exactement. Le deuxième mode, qui peut être aussi intéressant, qui est un peu plus compliqué, qui nécessite l'ouverture d'un dossier. On a parlé dans une autre émission que les salariés ne sont pas obligés de faire de déclarations auprès du fisc israélien. Maintenant, si vous avez des revenus locatifs et que vous arrivez à la conclusion qu'il est plus intéressant de déclarer selon ce 3e mode qu'on va expliquer, il faudra à ce moment-là ouvrir un dossier d'imposition. Comment ça se passe, ce mode? Alors, c'est très bien. Alors, une fois par an, on vous demande de déclarer votre chiffre d'affaires auquel on va déduire des déductions qui sont permises par la loi, essentiellement les amortissements qui sont calculés sur la base de du coût d'achat du bien. Tous les frais d'achat annexes au coût à l'achat du bien vont être pris en compte.
Et bien entendu, les autres frais qui vont être engendrés si, par exemple, vous avez des frais d'entretien pour ce bien ou des intérêts. Vous avez pris une mashkenta, vous avez pris un prêt hypothécaire et ces frais-là sont liés, bien entendu, à cet appartement. Vous pouvez les déduire de votre imposition. Ça va, c'est sympa. C'est sympa. Une fois qu'on déduit, on arrive donc à la somme imposable. Cette somme imposable-là ne va pas être calculée selon le taux de 10%, mais elle va être calculée selon les marges dont on a parlé dans l'émission précédente. Les mêmes marges qui vont de 10 à 50%. 10% c'est simplement pour les personnes ayant plus de 60 ans. Les personnes ayant moins de 60 ans vont commencer ces marges-là à partir de 31%. Donc de 31% à 50%, ça dépendra bien entendu, ça viendra se rajouter à vos revenus, à vos autres revenus que vous avez si vous êtes salarié. Alors là, on a parlé, Moshe Assouline, des revenus fonciers, on va dire, perçus en Israël pour des gens qui habitent en Israël. Maintenant, si on habite en Israël, bien sûr, on vient... Nombreux sont nos auditeurs qui viennent de France. Et on a gardé des biens à l'étranger, voilà, en France ou ailleurs, et on perçoit ces revenus locatifs. Est-ce qu'il faut les déclarer ? Oui, non, à l'administration israélienne. Est-ce qu'on est soumis à un impôt ici ? Très bien. Il y a différentes cas de figure. On va parler d'une manière générale, puis après on va rentrer dans le cas de nos amis Olim Hadashim de France. D'une manière générale, le fisc israélien demande à chaque résident fiscal israélien de déclarer la totalité des revenus produits dans le monde entier. Donc en théorie, ces revenus-là, si vous avez un loyer annuel, on va dire de 15 000 €, il va être traduit en Israël, il va être déclaré en Israël, ou selon le dernier mode dont on a parlé, qui est le mode d'imposition plein, avec toutes les charges qui vont pouvoir être déduites, ou bien un mode un peu plus court, qui est le mode de 15%. Une imposition à taux de 15%. Ça, c'est la théorie. Concernant les Olim Hadashim, d'abord, d'une manière générale, les Olim Hadashim peuvent bénéficier, ou bénéficient généralement, de l'exonération des 10 ans. Okay, donc pendant 10 ans, on ne paye pas d'impôt. Pendant 10 ans, on ne paye pas d'impôt sur les revenus produits à l'étranger. Ces revenus-là rentrent dans le cadre des revenus produits à l'étranger. Donc vous avez un revenu locatif, on va dire, en Suède ou en Angleterre, en Suisse par exemple. Vous n'êtes pas soumis à la déclaration, vous n'êtes pas obligé de les déclarer, vous n'êtes pas obligé non plus de payer des impôts pendant 10 ans. 10 ans pour ceux qui ont fait leur alia, bon maintenant c'est presque plus d'actualité, après le 1er janvier 2007. C'est important de le signaler. Après les 10 ans, alors on va faire la part des choses entre les revenus produits en France et les revenus produits dans d'autres pays. Les revenus produits en France, la France et Israël est signataire d'un traité d'une convention de non-double imposition entre la France et Israël, qui c'est assez exclusif, entre la France et Israël, parce qu'avec les autres pays, ça n'existe pas. L'article 6 de la convention prévoit que les revenus produits en France, en l'occurrence, seront taxés que dans le pays d'origine dans lequel se trouve le bien, et donc en l'occurrence en France. Donc, pour résumer, nos amis français qui ont fait leur alia de France, soit ils sont exonérés pendant les 10 premières années de leur alia, et après les 10 années de leur alia, s'il s'agit de revenus fonciers... Ils payent leurs revenus fonciers en France. Ils payent leurs revenus fonciers. De toutes les manières, ils continueront de le payer en France, bien entendu. Et en Israël, ils seront toujours exonérés tant que la convention ne change pas. D'accord. Alors maintenant, qui est-ce qui est plus, on va dévier un petit peu, mais qui est-ce qui est plus intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui ont des biens à l'étranger, qui vivent ici? Est-ce qu'il est plus intéressant de déclarer, ou est-ce que c'est une obligation, de déclarer ces impôts? Je pense surtout aux retraités qui nous écoutent, ces impôts en Israël, et s'ils ont des revenus fonciers, on sait qu'ils sont obligés de déclarer leurs impôts en France. Alors, il faut faire 2 déclarations d'impôts, comment ça s'organise? La même convention prévoit que les revenus de retraite, d'une manière générale, sauf ceux qui sont issus de l'administration française, les employés d'État français, sauf ces cas-là. Sauf les fonctionnaires, on va dire. Sauf les fonctionnaires, exactement.
que cet impôt devra être payé dans le pays de résidence fiscale. Et donc, notre Olé Hadash, retraité, qui a fait son aliyah en Israël, se doit de déclarer ses revenus en Israël et de les payer en Israël. Pas tout revenu est imposable en Israël, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Ça veut dire que s'il perçoit une retraite de France, on va dire, par virement bancaire, tout simplement, il est obligé de faire une déclaration d'impôt en Israël. Absolument. Bien entendu, en Israël, du côté israélien... Ça, je pense que vous allez en surprendre plus d'un. Oui. OK. Du côté israélien, vous avez quand même les 10 premières années... Oui, où il n'y a pas de déclaration. Il n'y a pas de déclaration. Il y a aussi un autre article de la loi qui prévoit que l'impôt que vous auriez dû payer en France fera office de plafond d'impôt à payer en Israël. Ça veut dire que si vous étiez resté en France, vous percevez une retraite de 20 000 euros annuels et qu'en France, vous n'aurez payé que 1 000 euros d'impôt annuel, en Israël, le calcul de l'imposition annuelle sera plafonné à cette imposition. Alors, c'est un peu compliqué pour les retraités parce que s'ils payent leurs impôts en France, d'accord, s'ils ont des revenus en France, ils ne doivent pas les payer en France. Ah, ils les payent pas en France du tout. On a dit que non. Sauf s'ils sont employés d'État. Ils ont la CSG, tout ce genre de cotisation. À partir du moment où ils ont fait leur aliyah, ils se déclarent en tant que résident fiscal israélien, ils sont censés ne plus déclarer en France. Donc c'est plus intéressant. Sauf les employés, sauf les fonctionnaires. Donc c'est plus, sauf les fonctionnaires qui sont toujours obligés. Et là, à ce moment-là, on appliquera les principes de non-double imposition. Généralement, lorsque le fonctionnaire français, l'ex-fonctionnaire français, paye ses impôts en France, il s'acquitte généralement de l'impôt en Israël. D'accord, il est pas tour, on va dire, comme on dit en hébreu. Il est libéré. Permettez-moi juste de ne pas induire en erreur nos auditeurs. C'est qu'il y a ces dernières années, ces derniers mois, on va dire, dans les couloirs du fisc français, on va dire que le fisc français n'est pas très très content des exonérations d'impôts qui sont octroyées aux Olim Khadashim pendant les 10 premières années de la Aliyah. Il y a des rumeurs, ou il y a même certaines jurisprudences, il voudrait peut-être toucher... amender la convention de... Ou trouver un moyen, il y a des moyens de sortir de la convention, et dire que si vous ne payez pas d'impôts en Israël pendant 10 ans, vous devez peut-être les payer aussi en France. Pour l'instant, notre position... Ça passe. Pour l'instant, ça passe, mais c'est important de savoir ça va peut-être casser. C'est un sujet chaud en ce moment. Ok. Donc, il y avait un autre sujet chaud qui a défrayé la chronique en Israël. Et il s'agit encore, mais décidément, il fait beaucoup parler de lui, notre cher ministre, c'est le ministre Kahlon, qui parlait d'une imposition à partir du 3e appartement. Alors, où en est-on? Voilà, tout simplement. C'est passé, c'est pas passé. Écoutez, à partir du 1er janvier 2017, la loi est passée, est en vigueur, et tout détenteur de 3 appartements ou plus, à partir du 3e appartement, sont soumis à une imposition de l'ordre de 1% de la valeur de l'impôt, plafonnée à 18 000 shekels. Donc vous avez 4 appartements, 5 appartements, vous devez de choisir les appartements que vous voulez rentrer dans cette déclaration, et payer votre impôt, 50% de l'impôt jusqu'au 30 juin 2017. Et le solde... 50% de l'impôt de quoi? De vos loyers, de ce que vous percevez? Pas du tout, c'est un autre impôt. Du montant de l'appartement? C'est un peu les Français, mes clients français à qui j'explique cet impôt, me disent mais on est arrivé à l'ISF aussi en Israël. Ça ressemble un petit peu, mais c'est vraiment loin d'être l'ISF. C'est un impôt sur le patrimoine. Donc, j'ai payé mes impôts sur les revenus locatifs, ça, tout va bien. Okay. À part ça, j'ai plus que 2 appartements. À partir du 3e appartement, mettons que j'ai un appartement qui est valorisé, qui a une valeur de 2 millions de shekels. Voilà. Je vais devoir payer annuellement 18 000 shekels d'impôts supplémentaires lorsque les modes de paiement sont jusqu'au 30 juin 50%, jusqu'au 31 décembre 2017, le solde. Maintenant, vous avez fait allusion au balagan qu'il y a eu autour de cette loi. En effet, il y a eu beaucoup de balagan. Il y a eu un gros balagan autour de cette loi. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, mais la Cour suprême, le Bagatz, Bedin Gavoa Letzedek, s'est mêlé de cette loi et pour des raisons très techniques, a décidé que cette loi n'était pas constitutionnelle. Voilà, il n'y a pas de constitution en Israël, mais disons qu'elle n'était pas, on va dire, en accord avec la coutume du pays. Elle n'a pas passé toutes les procédures, de coutume pour la validation de chaque loi, et a demandé
à la Knesset de revoter cette loi, de reprendre cette loi et d'en reparler pour diverses raisons. Le ministre Kahlon a bien entendu refusé pour l'instant. Et on en est au stade où on devait faire des premières déclarations jusqu'au 31 mars. Le fisc israélien les a repoussés au 30 juin. Et nous attendons maintenant la réponse du Bagatz, de la justice israélienne. Est-ce que cette loi est valable, est valide ou non? Donc la loi a été votée, mais pour l'instant, les décrets d'application ne sont pas, on va dire, encore en vigueur. C'est encore un peu le flou artistique. Exactement, c'est le flou. C'est le flou, c'est super. Donc on verra. Faut écouter la radio, quoi. Il faut écouter la radio et Cathy vous en parlerez. Vous expliquerez à vos auditeurs dès que la loi est claire. Donc ça, pour l'instant, si vous avez plusieurs appartements, tenez-vous au courant parce que c'est pas encore régler cette affaire d'impôt cette affaire d'impôt à partir du 3e appartement. Voilà. C'était dense, riche, compliqué. Il y a plein de choses à voir. Donc, c'est pour ça que n'hésitez pas à prendre conseil lorsque vous êtes confronté à un problème. Ça vaut mieux parce qu'ici, ils sont toujours très, très à cran dans les administrations israéliennes. Ils ont de la patience, mais quand ça commence à s'énerver, il faut sortir le chéquier et ça peut faire parfois mal. Donc, autant prévenir que guérir. Merci beaucoup, Moshe Assouline, d'être venu. Et on se retrouve prochainement pour une autre émission. Je crois qu'on parlera du monde de l'entrepreneuriat. Avec plaisir.